Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Dans l'actualité ce soir, la Guinée fait des progrès dans la digitalisation de l'administration publique et pour aller plus vite, les acteurs du numérique se concertent pour harmoniser les approches. Une rencontre a été ouverte dans ce sens au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Et puis cette bonne nouvelle pour les auditeurs de la radio nationale, à Koussa, des émetteurs qui étaient en panne sont désormais rétablis. Le signal émet de nouveau pour permettre à tous les habitants du Hamana d'avoir accès au programme des chaînes nationales. En fait rétro 2024, ce soir, place au département de l'énergie, les activités ont été dominées entre autres par la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité en Guinée, un projet d'envergure qui a permis de réaliser plusieurs infrastructures électriques, notamment dans les régions naturelles du pays. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, élaboration de la deuxième génération du processus lié aux schémas régionaux d'aménagement et de développement, une ambition nationale de transformation alignée au plan national de développement. Le ministère du Plan et de la coopération internationale accompagne le processus. Tabansila. Sans ainsi les orientations de développement pour chaque région. Les défis du développement régionales ont été mises en évidence lors de l'immersion gouvernementale de mai-juin 2022. La pertinence des régionaux tient aux éléments d'appréciation ci-après. La nécessité d'apporter une réponse structurée aux défis du développement régional. Les schémas régionaux d'aménagement et de développement permettront d'exploiter efficacement les ressources locales, améliorer les conditions de vie des populations en réduisant les disparités entre les régions. Il est important de rappeler qu'en Guinée, cela fait plus de 40 ans qu'un tel exercice n'a pas été initié. Pendant des décennies, le pays naviguait sans un véritable cadre structurant pour son aménagement du territoire. Ceci, je voudrais saluer avec force et admiration le leadership visionnaire de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Son engagement inébranlable pour le développement durable et inclusif de la Guinée, ainsi que sa capacité de fédérer les énergies autour des priorités nationales, ont permis de relancer cet exercice indispensable. C'est un processus qui reflète une approche participative et inclusive. Il implique les acteurs centraux, déconcentrés, décentralisés, partenaires privés et la société civile. En soutenant ces initiatives, le groupe de la Banque mondiale réaffirme son engagement à accompagner les efforts du gouvernement pour faire de la Guinée un exemple de gouvernance locale efficace, axé sur la planification stratégique et la gestion responsable des ressources. Portée par la Direction nationale du plan, cette initiative qui associe plusieurs départements ministériels n'est pas qu'un acte technique, c'est aussi une étape fondatrice pour le renouveau de la planification en Guinée. Comme annoncé dans les titres, la Guinée fait des progrès dans la digitalisation de l'administration publique et pour aller plus vite, les acteurs du numérique se concertent pour harmoniser les approches. Une rencontre a été ouverte dans ce sens au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Mamadou Saliouba. La Guinée, pleinement engagée dans la transformation numérique, fait du chemin dans la digitalisation de l'État. Au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, les acteurs du secteur partagent les expériences pour accélérer la digitalisation de l'administration. Ce cadre qui sera mis en place visera à soutenir et accompagner la transition numérique de la Guinée en s'appuyant sur le document de stratégie nationale de digitalisation de l'État, le schéma directeur informatique national et d'aménagement numérique, tout cela arrimé sur l'ambition de Simandou 2040. Aujourd'hui, comme vous le savez, en tant que département responsable de la politique du gouvernement en matière de digitalisation, mais aussi des télécommunications, notre rôle, c'est de coordonner les activités, mais aussi d'aller sur une inclusion. La digitalisation de l'administration est l'un des programmes phares du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Cette rencontre de 2 jours va permettre aux acteurs d'approfondir les réflexions pour mieux harmoniser les idées. La transformation numérique est désormais
une priorité mondiale. Et la Guinée, sous la vision éclairée de son Excellence, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, s'inscrit pleinement dans cette dynamique à travers l'ambitieux programme Simandou 2040. Ce programme place le numérique au centre de notre stratégie de développement en tant que levier essentiel pour moderniser nos institutions, connecter nos populations et soutenir la diversification économique. Soutenu par le programme des Nations Unies pour le développement, cette rencontre de concertation marque une nouvelle étape dans la digitalisation de l'administration publique. De son côté, le ministère du Travail et de la Fonction publique lance les travaux de restructuration du système national de santé et sécurité au travail en toile de fond, produire un document devant appuyer l'arsenal juridique et institutionnel, favorisant ainsi un meilleur environnement dans le monde du travail en Guinée. Amadou Bailobari, Mouktar Conté. En 2025, le méga-projet minier Simandou connaîtra son essor, ce qui va nécessiter l'utilisation de milliers de main-d'œuvre locales. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, l'on se prépare 2 ans à faire face aux défis, à la création d'un environnement salubre de travail. Les travaux de restructuration du système national de santé et sécurité au travail permettra au mandat tripartite de faire le point des insuffisances du pays en vue de proposer des solutions idoines. Nous espérons qu'en sortant de cet atelier-là, on aura des mesures rigoureuses, des mesures courageuses et surtout innovantes pour pouvoir moderniser notre système de sécurité et santé au travail, qu'on puisse améliorer le cadre institutionnel de notre système de sécurité et santé au travail et qu'on puisse aussi doter notre pays de règles, de normes de sécurité et santé au travail sur tous les lieux de travail, sur toute l'étendue du territoire national, conformément aux conventions signées par notre pays. La Guinée suit 2 ans une approche méthodique depuis 2021 après l'élaboration des documents du profil national de la politique nationale assorti d'un programme national de santé et sécurité au travail. Ce dernier maillon viendra renforcer l'arsenal juridique et institutionnel du pays. La Guinée s'aligne sur les orientations des dispositions des conventions de l'OIT, notamment la convention 655 sur la sécurité santé au travail et la convention 687 sur le cadre promotionnel de la sécurité santé au travail. Alors ces conventions disent que chaque pays doit mettre en place un profil national, une politique nationale assortie d'un programme national, mais aussi un système national de sécurité santé au travail. La sécurité et la santé au travail constituent des enjeux majeurs pour nos entreprises et pour l'ensemble de la nation. Un environnement de travail sain et sécurisé est non seulement une obligation morale, mais aussi un facteur de productivité et de compétitivité. En effet, des travailleurs en bonne santé et motivés sont plus performants et contribuent à améliorer la qualité des produits et services. La restructuration du système national de santé et sécurité au travail cadre avec les normes de l'Organisation internationale du travail, OIT. Sa mise en œuvre prochaine permettra de protéger les employés dans leur domaine d'activité à travers le pays. C'est une bonne nouvelle pour les auditeurs de la radio-télévision nationale à Kouroussa. Des émetteurs qui étaient en panne sont rétablis. Désormais, le signal émet de nouveau pour permettre à tous les habitants du Hamana d'avoir accès au programme des chaînes nationales. Une prouesse des autorités du ministère de l'Information et de la Communication engagées à rendre la télévision et la radio plus accessibles aux populations à la base. Yamoukaba. L'actualité en temps réel, désormais accessible à Kouroussa. Après plus de 10 ans, la radio nationale est désormais audible et la télévision émet pour être au rendez-vous des différentes éditions de 20h30 de la RTG. La bonne nouvelle met fin au cri du cœur des populations du Hamana qui ont posé des doléances lors du passage du ministre de l'Information et de la Communication et une réponse concrète pour traduire l'engagement patriotique du général Mamadi Doumbouya. Ce grand retour est un bonheur pour nous. Au nom de tout Hamana, je formule des bénédictions pour le ministre Fana et le président de la République pour ce grand exploit.
martalala alama adiara masanyolunya ayinko kaira ka noyenya. Je sais que ça fait plus de 10 ans parce que même le temps du président de faire un Lansana Conté, les gens venaient dépanner quelques jours et ça partait. Donc, et tout le temps du régime passé, il n'y avait pas la RTG et la radio. Donc pour moi, ça fait plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, réellement la joie est immense. Les moyens techniques sont créés pour permettre à ces émetteurs de fonctionner sans interruption. Des panneaux solaires sont installés pour fournir de l'énergie. Leur capacité, 3500 watts, pour toucher les 14 communes rurales de Kouroussa, 24 heures sur 24. On a relancé la télé et la radio à Kouroussa aujourd'hui. Donc, on a pu faire quelque chose comme travail. On a monté les panneaux solaires, et on a mis les ondulaires des systèmes backup, on a monté les batteries. Donc, le courant est là 24 heures sur 24. La télé marche 24 heures sur 24 et la radio à Kouroussa. À la préfecture, une rencontre est organisée pour expliquer les enjeux des antennes locales. Ce partage équitable a un double avantage: reconquérir les toits et rendre accessible la télévision nationale aux populations locales pour leur permettre de s'enquérir des nouvelles du pays sans mettre la main à la poche. Comme anciennement, on peut remonter une rebobinage simple pour avoir l'image facilement. Et ce qui peut payer aussi encore les antennes yagi au marché, payer, et tu prends le télécommande seulement, tu prends le menu et envoyer sur le système RFoot comme recherche automatique, ça va prendre la télé facilement. Le code de la télé c'est 223. Quand ça sort le numéro 223 seulement sur la télé, tu as l'image de la télé nationale. À Kouroussa, l'intérêt pour la radio et la télévision nationale s'est ravivé. Une offensive médiatique pour soulager les assoiffés de l'information. Le chef d'orchestre de toutes ces réformes, le ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souma, défend les idéaux du président de la République pour permettre aux auditeurs et téléspectateurs des chaînes nationales d'être au rendez-vous de l'actualité. Une politique de proximité qui affiche ses premiers effets. À présent, je reçois sur ce plateau le directeur général de l'Office guinéen de publicité, M. Mandian Sidibé, bonsoir. Bonsoir Falilou. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Vous êtes désormais acté et vous voulez mettre fin à l'utilisation abusive de l'effigie du chef de l'État. De quoi est partie cette décision? Je remercie tous vos auditeurs et je voudrais à l'entame de mes propos m'incliner pieusement devant les mémoires des disparus de la tragédie de Nzérékoré, adresser mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées, mais également au président de la République et à tous les Guinéens. Ceci dit, il faut dire que on constate ces derniers temps une utilisation abusive de l'image de son Excellence Monsieur le Président de la République. Il est à préciser que le président est une institution à part entière. Et donc, on ne peut pas associer une autre image à celle du président de la République qui reflète l'image de toute la République. C'est-à-dire, la Guinée s'identifie à l'image de son Excellence Monsieur le Président de la République. C'est vrai, nous soutenons que les gens manifestent en faveur des acquis du CNRD, du Président de la République. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais il faudrait que cela se fasse aussi dans un certain ordre. Il n'y a pas d'ordre, il y a eu une anarchie totale et nous allons y mettre fin. Parce qu'on ne peut pas associer la photo du président, l'effigie du président de la République, l'image du chef de l'État à d'autres images. C'est-à-dire, nous constatons sur les supports publicitaires, il y a un opérateur économique qui met sa photo d'un côté, la photo du président de l'autre côté, ou bien il met la photo du président derrière lui, et puis c'est lui qui est devant. Même les autorités, à tous les niveaux, les présidents d'institutions, personne n'est égal au chef de l'État. Personne. Et personne ne doit se comparer à lui. Sa photo doit être utilisée. Soit vous vous mettez vous seul sur votre support publicitaire, les panneaux, les banderoles, les affiches, ou vous mettez le président tout court. Si c'est le président que vous soutenez, ce sont les acquis du président que vous soutenez, mettez la photo du président, les acquis que vous soutenez, vous mettez ça à côté. C'est aussi simple que ça. Mais vous ne pouvez pas mettre votre photo, faire votre propre promotion en utilisant
la photo du président. Justement, M. Sidibé, quelles sont les mesures prises pour matérialiser cette approche? Parce que c'est une question de mentalité déjà, les gens sont habitués à cela. Bon, c'est un exercice pédagogique. Dans un premier temps, nous allons procéder à la sensibilisation, mais il faudrait qu'à partir de demain même que ça s'arrête. La sensibilisation va suivre, mais il faut que ça s'arrête immédiatement. Si c'est le président qu'on soutient, il faut que ce soit sa photo. Donc, dans un premier temps, tous ceux qui sont cadres de l'État, à tous les niveaux, lorsque vous utilisez abusivement l'image du président, il y aura des sanctions disciplinaires. Les autres... Nous avons du mal avec les interviews à prendre certains intervenants qui aiment souvent avoir le président comme fond d'écran. On va essayer de voir tous ces aspects-là, puisque désormais, il faut que toutes les publicités, que tous les supports publicitaires passent d'abord par le visa de la DCI, au niveau de la présidence. Il faut que ce soit validé à ce niveau, que le directeur général de l'OGP ait l'autorisation de la présidence d'accorder la diffusion de tel ou tel support publicitaire. Désormais, ça va passer par le visa de la DCI, de la présidence en un mot. Donc, quiconque s'hasarde maintenant à faire passer une publicité, que ce soit en audio, en visuel, ou bien sur les affiches, sur les panneaux, sur les banderoles, sans passer par le visa de la DCI ou de la présidence, s'exposera vraiment à des sanctions. Dans un premier temps, pour les cadres, ça va être des sanctions administratives disciplinaires, mais pour les autres, nous allons engager des poursuites judiciaires. De toute façon, les agents de l'OGP seront déployés dès demain sur le terrain, avec la logistique nécessaire pour décrocher, procéder au désaffichage déjà des photos existantes sur les supports publicitaires sur toute l'étendue du territoire. Des instructions formelles vont être données pour que ces photos soient décrochées immédiatement, quand ce n'est pas le président seul qui est là. Et dans un deuxième temps, je vais inviter toutes les régies publicitaires à une rencontre dès demain pour qu'on se rencontre, parce que les gens passent par les régies publicitaires. Aucun panneau n'appartient à l'OGP. Les panneaux appartiennent aux régies publicitaires. Nous sommes régulateurs. Donc, nous allons prendre attache avec les régies publicitaires pour qu'ils passent désormais par l'OGP. Nous aussi, nous allons envoyer toutes les images au niveau de la DCI, à la présidence, pour que ça soit validé. Il faut que ce soit des photos officielles du chef de l'État. On ne peut pas se permettre d'utiliser n'importe quelle photo du président de la République pour faire sa propre campagne. Ou on fait la campagne du CNRD et du président, ou on fait sa propre... Comme le temps n'est pas galantant, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut avoir des sanctions disciplinaires par rapport à ceux qui ne vont pas respecter cette décision? Donc, nous allons décrocher, ça c'est un. Deuxièmement, ça sera aux frais de ceux-là qui ne vont pas accepter les mesures que nous sommes en train de prendre. Donc, ça sera à leurs frais, il y aura des poursuites judiciaires. Quand c'est l'administration, nous allons adresser des courriers à la tutelle des récidivistes pour que des sanctions disciplinaires soient prises à leur encontre. Merci M. Sidibé d'être venu sur ce plateau pour éclairer la lanterne du grand public par rapport à cette décision. C'est moi qui vous remercie. Okay. Dans le reste de l'actualité, les cadres de la Direction générale de l'intendance militaire renforcent leur capacité managériale. L'exercice vient de démarrer et va s'écouler pendant une semaine. Ils apprennent les techniques de gestion des ressources financières. C'est le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale qui a présidé l'ouverture des travaux. Caporal-chef Mabinti Keita est la correspondante de la presse militaire. Ils sont tous cadres relevant de la Direction générale de l'intendance militaire. Depuis ce matin, ils suivent une session de formation sur les méthodes et procédures de gestion des moyens financiers destinés aux forces armées guinéennes. Une initiative de la hiérarchie militaire qui vise à renforcer les capacités opérationnelles des cadres de cette direction stratégique de l'armée. Il permettra aux acteurs que nous sommes de s'approprier des nouvelles procédures et méthodes relatives à la gestion des moyens financiers mis à la disposition des organismes déconcentrés, tout en assurant la programmation budgétaire et le contrôle du budget. En présidant le lancement de cette session de formation, le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale a exhorté les participants à s'investir pleinement dans ces travaux dans l'intérêt supérieur de la nation. La qualification des ressources humaines constitue une des priorités du commandement et de toute la hiérarchie militaire. C'est ce qui motive l'organisation du présent séminaire qui, j'en suis sûr, permettra de renforcer les capacités des acteurs financiers que vous êtes. Vous devez les capitaliser, construire la réforme des forces de défense et de sécurité dans l'intérêt supérieur de la nation guinéenne. C'est le lieu de remercier particulièrement son Excellence, Monsieur le Président de la République,
président du CNRD, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui ne ménage aucun effort pour assurer la qualification des ressources du ministère de la Défense nationale, ainsi que l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos militaires. Depuis la prise effective du pouvoir par le CNRD le 5 septembre 2021, le président de la République, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a fait de la formation et la qualification des forces de défense et de sécurité l'une de ses priorités. Deuxième jour de deuil national en Guinée après la tragédie de Nzérékoré au stade du 3 avril. Le président général Mamadi Doumbouya a réagi rapidement avec l'envoi d'une forte délégation gouvernementale. Après la forêt, la délégation, comme prévu, s'est rendue à la baie pour exprimer également ses condoléances et apporter leur soutien aux familles touchées. De retour à Conakry, la mission conduite par le Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba a organisé une réunion pour coordonner les mesures de soutien aux victimes. Des précisions avec Fatoumata Kourouma. La Guinée est plongée dans une tristesse profonde après la tragédie qui a endeuillé la nation lors du match de football dédié au renforcement de la cohésion sociale et la paix entre les équipes de l'Abbé et Nzérékoré. Cet événement tragique qui a causé 56 victimes et plusieurs blessés, dont la plupart ont été évacués à Conakry à la charge du chef de l'État, a ému la nation entière. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a immédiatement décrété un deuil national de 3 jours, invitant chaque citoyen à honorer la mémoire des victimes et à manifester une solidarité sincère envers les familles touchées. En réponse à cette tragédie, une délégation conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba, est composée du ministre secrétaire général de la présidence, général Amara Kamara, et de plusieurs membres du gouvernement, a été rapidement dépêchée par le président Mamadi Doumbouya afin de se rendre à l'Abbé ce mercredi 4 décembre 2024. Ainsi, après Nzérékoré, la délégation mandatée par le chef de l'État a rencontré les sages de la ville de Karamoko Alpha pour partager le message de paix, d'unité, de compassion et de fraternité du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Ces moments de recueillement et de compassion ont montré le visage humain et profondément empathique de la gouvernance. Les gestes de solidarité et les initiatives de soutien rappellent que malgré les épreuves, les Guinéens restent unis et déterminés à bâtir un avenir meilleur où chaque vie est précieuse et chaque souffrance trouve écho dans le cœur de tous. Le président de la République nous a mandaté de venir présenter, comme nous l'avons fait à Nzérékoré, les condoléances à la communauté de la ville. Et notre présence dans cette case de Tienouari ou Bougambiam est une tradition et c'est un devoir également. C'est le lieu par excellence où nous pouvons être certains, en s'adressant aux notables et aux religieux qui sont regroupés ici, que nous nous adressons à l'ensemble des ressortissants et pour la communauté de la population de la paix. Donc, notre message, c'est un message de compassion et de présentation des condoléances. Vous êtes également au courant que le président de la République a pris des dispositions idoines pour accompagner toutes les familles des personnes éplorées durant cette tragédie que nous avons vécue dimanche dernier. C'est pour souligner que le gouvernement et l'ensemble des autorités sont peinés d'enregistrer un si grand nombre de décès et de blessés. Quel que soit le nombre, que ce soit 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 56 personnes et même au-delà, c'est un deuil de l'ensemble de la communauté nationale. Et nous avons pris des dispositions en relation avec l'accompagnement des magistrats pour que toutes les familles éplorées puissent être accompagnées.
Je dis ça pour dire à tout le monde qu'il n'y a aucun lieu de créer des polémiques inutiles sur le nombre de décès. Même s'il n'y avait que 10 décès, c'était déjà un drame national. À plus forte raison que le nombre déclaré par les services hospitaliers sont de 56 voire de 57 personnes. Et la capacité de résilience que des populations un peu partout, que ce soit à Zéro-Corée, à Labé et ailleurs, ont montré, doit être également l'attitude que tous les responsables, quelle que soit leur sensibilité, devraient avoir pour respecter la mémoire de toutes les victimes, surtout dans cette période de deuil national que le président de la République a décrété. Nous comprenons la douleur des pères et des mères de famille qui perdent leurs enfants au moment où cela commençait à être des adultes. On ne peut pas revenir en arrière, mais nous prions pour que tout le monde prenne en considération cette douleur et cette peine, et le gouvernement, le président de la République et toutes les autorités et institutions de la République présentent les sincères condoléances à toutes les familles qui ont été peu ou prou impactées par cette tragédie. Avant tout, une personne ne peut pas être satisfaite quand il y a des événements douloureux, comme le décès ou autre chose qui ressemble au décès. Personne aussi ne peut demander à quelqu'un d'autre d'être content de ça. Mais en tenant compte de notre conviction, et de notre bonne foi, de notre foi en Dieu, on peut demander à tout le monde de pardonner et d'accepter. C'est tout ça. Nous avons entendu ce qu'il vient de dire. Et celui qui l'a dit au nom du général président Mamadi Doumbouya. Et tous ceux qui viennent après lui, notamment le général Amara et tous les autres ministres, les délégations qui les ont accompagnés, si c'est d'autres événements ou d'autres actions à faire, tout ce monde, tout cela ne peut pas se déplacer en même temps pour venir en un seul lieu et au même moment. Et ensuite, avec cette urgence. Mais quand on confie à quelqu'un une famille, c'est comme ça que l'intéressé doit faire. Comme il l'a dit tout à l'heure, les décès sont les décès de tous les Guinéens, de toute la Guinée. Les blessés sont des blessés guinéens. Sur cette base, si nous les voyons ici, ça ne nous surprend pas. Cela démontre à suffisance l'accompagnement que vous faites, le souci que vous avez pour vos familles. Par rapport au lieu du décès, on ne peut rien contre la volonté divine. De retour à Conakry, le Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba et le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, ont tenu une réunion de restitution dans la salle de conférence du Petit Palais. Cette réunion, qui a rassemblé le ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité, les membres du CNRD, dont entre autres le chef d'état-major général des armées, le général Ibrahima Sori Bangoura, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général Bala Samoura, ainsi que des membres du gouvernement, dont ceux spécifiquement constitués en comité de crise, visaient à faire le point sur la situation et à coordonner les actions à venir pour apporter un soutien efficace et rapide aux victimes et à leurs proches, mais aussi d'assurer un soutien psychologique et moral pour aider les familles à surmonter leur deuil. On a été conduit à un lieu assez symbolique, la grande case de l'un des plus grands érudits. Là-bas étaient regroupés les joueurs qui sont revenus de l'AV et de Zéro-Corée, aussi les organisations de la société civile, les sages, les religieux et les organisations de femmes. Et les sages ont présenté les 10 noix de cola symboliques, tout en remerciant. Ensuite, le Premier ministre, parole a été donnée au Premier ministre qui a rappelé qu'il est venu sur instruction du chef de l'État pour porter le deuil de la Guinée aussi à l'AB.
également présenter les enfants de l'abbé, recueillir les bénédictions du chef de l'État, pour le chef de l'État, pour le pays et pour l'ensemble du gouvernement. Donc, ils ont fait sien la douleur que le chef de l'État éprouve et ont formulé beaucoup de bénédictions. Le point d'attention qu'ils ont voulu que nous remarquions, c'est qu'il y avait 12 jeunes garçons, des adolescents, qui terminaient la mémorisation du Saint-Coran et c'était aujourd'hui leur consécration. Donc la parole a été donnée à ces 12 jeunes adolescents. C'était vraiment une coïncidence, ce n'était pas prévu notre visite. Donc ils ont pensé que cette coïncidence-là, que c'est ces adolescents qui devraient faire la grande bénédiction après celle de jeudi. Globalement, la mission s'est très bien passée et ils ont très bien accueilli les propos qui ont été tenus là-bas. Les discussions ont également mis en lumière la nécessité de renforcer les protocoles de sécurité pour prévenir de futurs incidents tragiques. Les ministres et membres du CNRD ont partagé des propositions concrètes visant à améliorer la coordination entre les forces de sécurité et les organisateurs d'événements. Ils ont surtout souligné l'importance d'implémenter des mesures préventives efficaces pour garantir la sécurité des citoyens lors de grands rassemblements. Dans le contexte actuel, quelques mesures ont été arrêtées. Il a été demandé que toute manifestation sportive au préalable puisse être encadrée en prenant en compte les données sécuritaires et les autres aspects liés à l'indispensable nécessité de mettre toujours en avant la sécurité des populations pour ne pas que celles-ci soient exposées à des accidents ou à des situations qui peuvent être malencontreuses. Du côté gouvernemental, les choses vont se poursuivre également pour étudier, tirer les leçons de ce qui est arrivé. Les enquêtes, le ministre de la Justice, qui a le lead sur cette question, prend les mesures et continuera à les prendre pour conforter la nécessité d'avoir la vérité, toute la vérité sur cette tragédie qui a affecté toute la nation guinéenne et tous les amis de la Guinée. Dans ces moments de douleur intense, le président Mamadi Doumbouya a montré une humilité et une compassion profonde qui ont touché le cœur de la nation. En décrétant un deuil national de 3 jours, il a non seulement honoré la mémoire des victimes, mais a également démontré son engagement à être aux côtés de son peuple dans les moments les plus sombres. Sa décision d'envoyer une délégation de haut niveau pour transmettre ses condoléances et son soutien personnel aux familles des victimes et des blessés témoigne de son désir sincère de partager leurs peines et de les réconforter. Le président Doumbouya, par ses actions, a rappelé à tous que le rôle d'un leader va bien au-delà des décisions politiques et économiques. En ces temps de deuil, il a incarné les valeurs de solidarité et d'humanité, montrant qu'il est avant tout un homme de cœur, proche de son peuple. Son humilité et son empathie ont renforcé les liens de confiance entre le gouvernement et les citoyens, illustrant que, malgré les épreuves, la Guinée reste unie et résiliente sous sa direction bienveillante. Dans l'actualité également, le rôle du laboratoire national de la géologie dans la détermination de la qualité et la valorisation des ressources minières en Guinée. La problématique regroupe des spécialistes du secteur minier. La deuxième session de présentation concerne le ministère des Mines et de la Géologie à travers son laboratoire national affecté par l'incendie de Kaloum. Il s'est relevé de cette tragédie et les acquis ont été présentés aux panélistes. Komara Moussa pour plus de détails. À cette rencontre, les spécialistes du secteur minier vont réfléchir sur le rôle du laboratoire national dans la détermination de la qualité et la valorisation des ressources minières. L'occasion de présenter aussi les acquis du laboratoire national de la géologie en pleine mutation après l'incendie sur ces installations en décembre 2023
et d'afficher les grandes ambitions. Dans un souci d'amélioration continue de nos performances, je solliciterai humblement de votre haute bienveillance une aide complémentaire pour la finalisation de nos projets en cours, ci-après. L'accompagnement du laboratoire national de la géologie pour son accréditation aux normes ISO 17025 version 2017. La finalisation des travaux de réhabilitation et d'extension du laboratoire régional de Cancan pour l'analyse de l'or et des éléments associés. Ce rendez-vous d'échange et de partage d'expériences permet aux acteurs de vulgariser les nouvelles stratégies en matière d'analyse, de suivi, de contrôle, de valorisation des ressources minières du pays. Oui, la détermination des qualités et des quantités, c'est essentiel. C'est essentiel pour les royalties, c'est essentiel pour la reconstitution du prix de la bauxite au travers du prix de référence. Cependant, à date, je pense que les capacités de l'État sont encore faibles par rapport à l'envergure, surtout que le projet Simandou va se présenter sous peu. Je pense qu'il y a une nécessité que nous nous donnions tous la main pour continuer à renforcer les capacités de l'État. Oui, dans ce travail. Le laboratoire contribue à l'augmentation des recettes minières à travers l'analyse qualitative de la teneur de la bauxite et autres métaux précieux. Le ministère des Mines s'engage à mobiliser tous les partenaires et les ressources pour qu'ils puissent continuer à garantir les intérêts économiques de l'État auprès des partenaires miniers. Connaissant le labo, le résultat atteint aujourd'hui, je n'ai pas pu parier là-dessus. Et donc, les félicitations vont à l'encontre de l'équipe et nous ne ménagerons aucun effort pour appuyer les propositions qui viendront de leur part et à comprendre pour cela. La rencontre va durer 2 jours. Elle sera ponctuée par des recommandations et propositions pertinentes afin de permettre au laboratoire national de la géologie d'être une référence dans la sous-région. Pour être plus complet sur ce sujet, la fin des travaux est prévue ce jeudi. Elle sera présidée par le ministère des Mines et de la Géologie. Volet environnement dans cette édition, comment monter des projets pour obtenir des financements dans les secteurs de l'agriculture et de l'environnement. La question est en débat à Conakry. L'initiative du Fonds vert climat à travers le projet RIDNES dans sa 2e phase. L'idée de contribuer à minimiser l'impact des changements climatiques sur les populations à travers des actions de développement. Kouyaté Moussa. Cette 2e phase de ce projet qui regroupe 23 pays africains vise à outiller les bénéficiaires sur les techniques de montage des projets pour obtenir des financements dans les secteurs du développement. Ce travail permettra à chacun de savoir qu'est-ce qu'on appelle projet. Parce que projet, c'est vraiment ce qui est bancable. Et je suis en train de faire en sorte que les projets qui seront soumis, désormais que rien ne soit rejeté et que désormais la Guinée bénéficie de grands financements au-delà de ses attentes. Les projets que les gens montrent souvent dans le domaine des changements climatiques, les actions définies ne sont pas en corrélation avec les actions qu'il faut réellement pour qu'on s'adapte au changement climatique. Et on demande aux acteurs qui veulent monter des projets dans le domaine de l'environnement qu'ils s'inspirent des résultats déjà donnés par les experts. Ces résultats-là peuvent les permettre réellement de monter des projets bancables, des projets vraiment résilients au changement climatique. Pour les experts, il faut une étude approfondie afin de minimiser l'impact du dérèglement climatique pour les transformer en opportunités. L'objectif ici, c'est de montrer un peu comment le climat s'est comporté avec des modèles et voir maintenant la projection pour le futur dans le cas de la Guinée, voir maintenant l'augmentation de la température, puisque c'est les 2 variables. Les défis que nous avons, que nous pouvons transformer en opportunités pour faire intéresser justement les bailleurs de fonds, pour faire intéresser les grands fonds qui financent effectivement la lutte contre le changement climatique. De transformer le changement climatique, qui est un défi mondial, en une opportunité de développement pour notre pays. L'implication des acteurs à tous les niveaux va contribuer à améliorer la lutte contre les changements climatiques à travers des projets financés par les partenaires au développement.
À Kindia également, les acteurs impliqués dans la protection de Dame Nature en concertation s'approprient du guide météorologique général de l'audit environnemental et social, un bréviaire pour toutes les parties prenantes dans cette région qui abrite plusieurs têtes de source des fleuves qui arrosent le continent. Alpha Isiagaba, Fanalabaya Kamara. C'est la rencontre de tous les enjeux liés à l'environnement dans la région de Kindia. Elle regroupe l'ensemble des parties prenantes des différentes préfectures que compose la région. Pour cette première phase, les préfectures de Forikaria, Koya, Kindia et Dubreka sont concernées. Nous sommes venus échanger avec les différentes parties prenantes, notamment les représentants des sociétés minières et puis les représentants du CPSS et quelques services techniques sur l'importance de renforcer un peu l'arsenal juridique sur l'évaluation environnementale, qui est l'audit environnemental et social, qui est l'un des outils de l'évaluation environnementale, qui est un outil de plus qui vient pour renforcer la gouvernance environnementale. Cette journée permet également de vulgariser le guide méthodologique général de l'audit environnemental et social. L'idée d'avoir une meilleure perception des engagements des sociétés en phase d'exploitation. C'est un outil qui va permettre aux différentes entreprises installées de mieux se comporter vis-à-vis de l'environnement et pour le respect des engagements tenus en phase de début du projet. Nous nous efforcerons à respecter les engagements préalablement pris et pour permettre à nos codes d'avoir plus de force et de protéger l'environnement. Avec son climat doux et tempéré, Kindia est l'un des poumons écologiques du pays. La région détient également plusieurs têtes de sources des fleuves qui arrosent le continent. Ainsi, la protection de Dame Nature se pose en termes de défis. Lutte contre les plastiques à Conakry, l'ONG Friends of Nature ou Amis de la Nature mène la croisade ce week-end. Elle était au groupe scolaire Hillary Clinton de Matoto. Béatrice Tongino a largement expliqué aux élèves les enjeux liés à l'utilisation des plastiques, des modules de formation qui ont permis aux apprenants de comprendre les risques et la nécessité de s'impliquer dans leur éradication en milieu scolaire et dans les ménages. Saint-Martin Francina Douno, Marie-Angélique Bangoura. Des déchets plastiques à usage unique néfastes pour l'environnement, la faune et la santé humaine. Face à ce phénomène, l'ONG Friends of Nature, dans la mise en œuvre de ses activités, développe des campagnes de sensibilisation du public sur les enjeux écologiques et encourage des pratiques respectueuses de la nature à travers l'assainissement. Aujourd'hui, notre approche, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'on conscientise tous ceux qui sont à Conakry pour dire ces plastiques que vous êtes en train d'utiliser, elles vont polluer la nature pendant 400 ans. Ce qui veut dire que nous, aujourd'hui, nous contribuons à dégrader la Guinée pour les 400 prochaines années qui viennent. Donc, il faut qu'on prenne des dispositions nécessaires. Ce week-end, la fondatrice de cette ONG de préservation de l'environnement était au groupe scolaire Hillary Clinton de Matoto. Ici, Béatrice Firi Tongino enseigne aux élèves des modules de formation sur la pollution plastique et le développement durable. Nous avons décidé d'aider les jeunes et d'aider les élèves de cette école parce que les jeunes sont les prochains leaders du futur. Créatifs et innovatifs, ils peuvent nous aider à arrêter, à sensibiliser les gens, les parents, les proches, les membres de famille à réduire la pollution du plastique. L'approche intégrée des responsables de Friends of Nature renforce non seulement la propre compréhension des élèves des enjeux environnementaux, mais contribue également à créer un changement positif au sein de leur communauté, favorisant une culture de responsabilité et de durabilité. On m'a appris comment interdire de jeter les déchets plastiques partout, comme sur la mer, parce que ça cause beaucoup de problèmes actuellement en Afrique. Dans les prochains jours, l'ONG Friends of Nature va élargir son initiative aux autres couches socio-professionnelles et écoles de Conakry. Une vision combinant des éléments de bonne conduite pour aider à réduire l'utilisation des plastiques à usage unique.
Rétro 2024 ce soir, place au département de l'énergie et des hydrocarbures, de l'hydraulique. Les activités ont été dominées entre autres par la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité en Guinée, un projet d'envergure qui a permis de réaliser plusieurs infrastructures électriques, notamment dans les 4 régions naturelles grâce au financement du gouvernement et des bailleurs de fonds. Le condensé est signé Nabika. Septembre 2021, date de l'avènement du CNRD, sous la présidence du général Mamadi Doumbouya, le département de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures connaît une transformation significative. Par exemple, dans le sous-secteur de l'électricité, il s'est engagé dans la mise en œuvre d'un plan d'action à court terme visant à améliorer l'accès des populations guinéennes à une énergie fiable et abordable. Un plan qui s'inscrit dans le cadre de la lettre de mission du contrat de performance et des objectifs définis par le gouvernement. Avec la volonté du président de la République et du gouvernement, il y a eu beaucoup d'efforts fournis qui ont conduit, au regard du déficit constaté, au retour du bateau thermique qui a augmenté la capacité de production. Et Dieu faisant aussi avec la Baraka, nous avons connu une bonne pluviométrie. Cela nous a permis de gérer de manière efficiente et efficace l'eau au niveau des barrages, qui, du délestage chronique, nous nous sommes retrouvés en exportateurs d'énergie dans les pays de la sous-région. Il y a eu des échanges d'énergie. Nous avons maintenu un cap aujourd'hui qui nous permet de tourner à plein régime au niveau des 2 barrages. Et ensuite, les centrales thermiques existantes au niveau des DG, ces centrales datant de plus de 16 ans, d'autres de 20 ans, sont en réhabilitation. Dans le développement de l'énergie solaire, il faut noter la construction des 3 centrales solaires totalisant 100 MW, 30 à Kouroussa, 35 à Kankan et 35 à Sigiri. Il y a également l'injection de 112 MW dans le réseau électrique de Conakry pour l'acquisition d'une centrale flottante pour améliorer la desserte, la réhabilitation des groupes thermiques à Kipé et à Kaloum, l'extension du poste 110-20-15 kV à Kindia grâce au financement de l'Agence française de développement. En matière de promotion de l'électrification rurale, 32 localités sont électrifiées à Nzérékouré et Kindia grâce à la construction de 279 km de lignes électriques, 34 postes moyenne tension, basse tension et 854 éclairages publics. La réalisation de 2 mini-centrales photovoltaïques à Tchengalbori et Bolodou, financées par le programme des Nations Unies pour le développement, l'extension et la modernisation des réseaux électriques de Dubrika, Koya et Mania, la poursuite du projet de réhabilitation et d'extension du réseau électrique de Conakry. Le ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures demeure engagé à poursuivre ses actions pour répondre aux attentes des Guinéens et à faire de l'accès universel à l'électricité une réalité d'ici les prochaines années. Séjour d'une mission mixte de supervision dans les contreforts du Fouta Djallon, plus précisément dans la région de l'Abi. L'idée d'évaluer, contrôler les différents projets d'investissement public enclenchés dans la région. Certaines infrastructures sociales de base font déjà la fierté des populations locales. Son enseigne commente les images de Sarah Foudine Diallo. C'est par les sous-préfectures de Tchanguelbori et de Kouramangui que la mission mixte de supervision des investissements publics a entamé son périple dans la région de l'Abi. Dans ces localités, des centrales électriques solaires sont opérationnelles, desservent les populations en courant électrique. Des centrales électriques installées par l'Agence guinéenne d'électrification rurale avec l'appui financier du gouvernement et ses partenaires. Une aubaine désormais pour ces populations. L'avantage que le CS de Tchanguelbori a par rapport à l'installation du courant, d'abord, je commencerai par la maternité qui avait des difficultés par rapport à la couveuse des enfants lors de naissance. Et maintenant, à tout moment, comme le courant est régulier, ça ne leur pose pas de problème. De nos travaux jusqu'au l'éclairage de notre localité, nous profitons beaucoup du courant électrique. Concernant le travail, on utilisait beaucoup le carburant
qui n'était pas profitable pour nous et pour le pays. À Tchanguelbouri, tout comme à Kouramangui, la mission a échangé avec les bénéficiaires afin de se rassurer de l'impact de ces projets de développement. Le projet a été réalisé tout en respectant les clauses du contrat. On a trouvé vraiment une satisfaction énorme envers les bénéficiaires et les autorités. L'entreprise a respecté le contrat, le délai a été respecté. Vraiment, on ne fait que remercier et féliciter les bailleurs de fonds et le gouvernement guinéen. L'agence guinéenne d'électrification rurale sollicite plus d'assistance financière de l'État et ses partenaires pour réussir le pari de l'électrification rurale sur tout le territoire. La volonté du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, c'est de voir tous les projets achevés. Donc quand un projet commence, il faut qu'il s'achève dans le délai requis. Donc notre doléance est de mettre toujours des ressources à notre disposition afin que nous puissions atteindre nos objectifs qui consistent à servir la population en termes d'électricité, surtout la population vivant en milieu rural. La mission mixte de supervision des investissements publics se rendra dans les autres préfectures de la région pour évaluer les niveaux et les qualités des travaux réalisés dans tous les domaines de développement local. Une mission de contrôle et d'inspection sillonne actuellement les différents marchés de Conakry, conduite par la Direction générale de l'ONSECU. Elle a saisi une importante quantité de produits impropres à la consommation. Explication, Makeme Donzo. Ils sont sereins et refusent tout genre de négociations venant des commerçants. L'objectif est clair, débarrasser tous les points de stockage alimentaire des produits impropres à la consommation. Et pour vulgariser les bonnes pratiques, le débat est ouvert entre les propriétaires et la délégation de l'Office national de contrôle de qualité. Chaque partie défend sa cause. Le produit qui est périmé, pour retourner dans la personne qui me vendit là, pour qu'il puisse me retourner l'argent. Parce que s'il me vend la date qui est proche là, si je n'ai pas compris, il faut que je retourne pour récupérer mon argent. Des fois, je garde aussi, j'ai oublié même de garder. Il y a de la résistance, les gens ne veulent pas changer de comportement. Les produits qui sont très proches de la péremption sont saisis et retirés. Mais ce qui reste clair, tous les produits non conformes ici, sur les 1 mois de contrôle, seront saisis et retirés sur le marché. Au marché de Madina, ils découvrent non seulement des produits périmés, mais aussi non périmés mais très mal conservés, d'autres avec des dates falsifiées. L'une des premières mesures qu'on avait mises en place, c'était de les amener à changer, à aller vers une démarche qualité. On les apporte des appuis conseils de sensibilisation. Maintenant qu'on voit que c'est des récidivistes, nous allons appliquer la réglementation en vigueur en les infligeant des contraventions, mais pour des cas aussi beaucoup plus avérés, ces gens-là seront mis à la disposition de la justice pour répondre de leur forfaiture. Ces opérations de contrôle de qualité sont constantes. Après chaque recouvrement, les produits prohibés sont dirigés vers un centre de stockage avant d'être incinérés. La mairie de Matam réserve tout un magasin pour accompagner l'ONCQ dans cet exercice de préservation de la santé publique. Le Fonds de développement social vient de procéder à la remise des titres de prise en charge sanitaire gratuite à 56 personnes indigentes des préfectures de Mamou, d'Alaba et Pita. Cette initiative du chef de l'État vise à offrir des soins gratuits à ses victimes, à ses patients victimes de plusieurs pathologies. RTG Mamou, Mamadou Patibaldi. Dans cette salle de conférence de la mairie de Mamou, le FDC, des membres du gouvernement et des opérateurs économiques se mobilisent pour procéder à la 4e édition de la remise des titres de prise en charge sanitaire gratuite aux personnes indigentes des préfectures de la région. Après le passage de monsieur le DG, nous voilà aujourd'hui encore pour traduire le message que notre chef, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées,
le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui a toujours dans ses préoccupations les préoccupations de nos paisibles populations. Ils sont au total 54 malades indigents sur 76 dossiers enquêtés à recevoir ce matin leur titre de prise en charge sanitaire. Permettez-moi de rappeler que pour son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, général d'armée Mamadi Doumbouya, la protection sociale non contributive est un droit absolu pour tous. Son ambition de bâtir une Guinée socialement unifiée donne tout sens à sa volonté de transformation. Grâce à cette vision, le FDSI a pu mobiliser les ressources nécessaires pour être devant vous aujourd'hui et à votre service. Avec ces documents, ces malades indigents pourront désormais bénéficier des médicaments dans les pharmacies publiques et privées et des consultations et des soins gratuits dans les différents établissements hospitaliers de la région. Mon enfant est victime depuis des années d'une malformation congénitale. Faute de moyens, nous n'avons pas réussi à trouver de remède pour le soulager. Si aujourd'hui le FDC s'engage à nous accompagner pour que mon bébé recouvre sa santé, je ne peux qu'à le remercier et dire merci au général Mamadi Doumbouya. Je félicite le président de la transition, général corps d'armée Mamadi Doumbouya, pour cette assistance humanitaire. Je félicite le FDC qui m'a retenu parmi les bénéficiaires de cette assistance, car mon enfant est victime d'une maladie qui a affecté son œil et ses jambes. Je suis très contente de cet appui. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a salué cet acte magnanime du président de la République qui vise à soutenir et à protéger les personnes vulnérables du pays. Chaque fois qu'il y avait des malades dans nos quartiers, dans nos maisons, l'État n'avait pas le fonds de développement social. On partait voir ceux qui avaient un peu plus de moyens pour nous aider à prendre en charge et nos moyens en ont fait assez. Je suis heureux qu'aujourd'hui, à son âge, qu'il soit là pour témoigner que l'État va prochainement faire cela à leur place. Pour réussir ce pari, des consignes formelles ont été données au personnel de santé et aux assistants sociaux déployés sur le terrain de veiller avec détermination le traitement adéquat et le suivi des malades jusqu'à l'amélioration de leurs conditions de vie. À l'occasion de la Semaine nationale de la recherche scientifique et de l'innovation, les enseignants-chercheurs exposent leur savoir-faire. Une semaine animée riche en expositions d'articles divers avec les universités et les structures de recherche et de documentation. Mounir Bari, Amarako Bassouma. Dans l'enceinte de l'Institut de recherche en biologie appliquée, ce sont des stands qui attirent les visiteurs. Les travaux de recherche et autres articles scientifiques y sont exposés. Les structures de recherche marquent leur présence. Ils sont puisés dans nos forêts et donc les étudiants apprennent donc à les dessiner. Vous avez constaté déjà qu'il y a tout un message qui est derrière ça. Il y a le message de la pêche, donc de la pêche jusqu'au niveau de la vente, jusqu'en passant par les femmes qui viennent récupérer. On a le message de la déesse de la fécondité, le Dimba, qui est fait le branding de la Guinée. Vous avez aussi la thématique, l'une des thématiques les plus importantes qui est la migration. Alors, un jeune qui veut aller en migration, vous voyez déjà... La dynamique va se poursuivre pour stimuler la création et l'innovation au sein de l'appareillage de l'administration universitaire. L'objectif pour le ministère et les structures déconcentrées est d'impulser et promouvoir la recherche scientifique et l'innovation. L'État est en train de faire ce qu'il peut. Nous sommes conscients de l'effort qui est fourni à ce niveau, mais nous devons dépasser la subvention que l'État met à notre disposition. Nous devons aller vers les partenaires. Nous devons nous ouvrir à l'extérieur. Et je crois que nous sommes dans cette phase-là. Au niveau des stands, les expositions scientifiques et culturelles impressionnent et attirent les visiteurs. Des articles scientifiques, des ouvrages, des revues ou encore des objets d'art fascinent les visiteurs.
Le gouvernement met à la disposition des cadres de l'éducation nationale un nouvel outil d'apprentissage. Au cours d'une cérémonie, les responsables des écoles primaires franco-arabes et de l'enseignement général ont reçu des tablettes. C'est pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves de l'élémentaire. L'opération de distribution des tablettes a démarré par la commune de Matam. Nabila Moussa Kamara. À l'école primaire Alexandre Bourré, située dans la commune de Matam, les responsables des écoles primaires franco-arabes et de l'enseignement général reçoivent des tablettes afin de faciliter le travail en classe. Le gouvernement guinéen, dans la vision de qualifier le système éducatif guinéen, met à disposition des autorités éducatives des outils didactiques destinés à renforcer la qualité de l'enseignement. C'est des tablettes qui vous doivent servir au niveau de l'enseignement-apprentissage. C'est pour vous faciliter les cours. Comment dispenser les cours? Il y aura des kits pédagogiques qui vont être installés dans ces tablettes. Ce n'est pas pour travailler avec Facebook, ce n'est pas pour travailler avec WhatsApp, mais c'est plutôt pour faciliter l'acquisition de connaissances au niveau de nos élèves des écoles primaires. Les autorités communales de l'éducation de Matam procèdent à la distribution de matériel pédagogique. L'accès aux technologies éducatives est primordial pour adapter les jeunes élèves aux défis du XXIe siècle. C'est la première fois de recevoir un don ou un cadeau ou un outil pareil comme ça au niveau des franco-arabes. C'est un monde numérique, donc il faut dès maintenant à bas âge de faire apprendre nos enfants à utiliser, à manipuler ces outils-là. Nous allons dire aux enseignants de prendre soin de ces tablettes et faire passer le message comme ça a été dit. Donc nous remercions le président de la République, le ministre de l'enseignement pré-universitaire. Nous sommes très satisfaits de ce geste. En ce qui concerne le bon usage des appareils, des recommandations sont formulées par les autorités éducatives de Matam. Ces tablettes seront redistribuées aux enseignants dans les établissements scolaires publics. À Dinguiraye, 46 jeunes viennent de boucler 3 jours de formation avec l'agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi. C'est dans le cadre de sa politique liée à l'amélioration de l'employabilité de la jeunesse guinéenne. Le même exercice s'est déroulé dans certaines préfectures de la région de Farana. Ibrahima Oulem Fofana, Noumousso Diaguité. Après les villes de Farana et de Kissidougou, l'AGETIP pose ses valises à Dinguiraye. Au bloc administratif préfectoral de Dinguiraye, 46 jeunes ouvriers du bâtiment sont à l'école de l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi. L'objectif général est de permettre à toute la jeunesse guinéenne d'être acteurs clés du développement national. Souvent, on voit que les étudiants diplômés sortant des écoles professionnelles, des universités, bénéficient des renforcements de capacités. Mais réunir des jeunes de corps de métier qui ne sont pas allés à l'école forcément, avec ceux qui sont partis à l'école, alors que c'est la première fois. Le BTP est un domaine émergent en Guinée. Les ouvriers se démerdent toujours dans les différentes activités du bâtiment. Mais le manque d'esprit entrepreneurial est un défi à relever. Je remercie le gouvernement et le général Mamadi Doumbouya de vouloir nous aider, nous, la jeunesse guinéenne. Je souhaite que tous les jeunes qui ne pratiquent pas et les jeunes qui pratiquent aient le courage de continuer dans ce qu'ils font. Durant 3 jours de formation, ces ouvriers du bâtiment ont été outillés sur des stratégies d'organisation par corps de métier et surtout de se constituer en entreprise. Une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports à travers l'AGETIP qui aboutira à la mise en place des brigades de jeunes porteurs de compétences. Célébration de la fête d'indépendance de l'Allemagne après la chute du mur de Berlin. Le pays réunifié reprend sa place dans le concert des nations, une commémoration qui a connu une forte mobilisation des cadres et hommes d'affaires guinéens. Une manière de réaffirmer la coopération guinéo-allemande. Sayon Keita. Célébration en différé de la fête nationale de la République fédérale de l'Allemagne à Conakry. Le 3 octobre de chaque année marque la réunification après 45 ans de séparation entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Pour l'occasion, l'ambassadrice d'Allemagne a rappelé les liens de coopération, d'amitié et de travail qui ont toujours existé entre son pays et la Guinée, tout en réaffirmant son engagement de continuer dans la même lancée.
Nous sommes deux pays dans deux coins du monde, mais pour mettre des choses en perspective, c'est toujours bien de regarder de plusieurs côtés. Donc c'est quelque chose qui nous lie. Et la coopération dans les différents domaines comme la politique étrangère, le développement, l'économie, la culture. Plusieurs membres du gouvernement guinéen étaient présents à la cérémonie. Une manière de prouver l'attachement de l'État aux relations guinéo-allemandes sous l'égide du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Le ministre guinéen des Affaires étrangères a apprécié le climat de travail entre les deux nations et s'est engagé à l'entretenir dans l'intérêt des différents peuples allemands et guinéens. Lorsque nous avons eu notre indépendance en 1958, il y a des nations qui sont venus travailler avec la Guinée. Et parmi ces nations figure en bonne place l'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne. Et la République fédérale d'Allemagne s'est investie dans un domaine extrêmement important, qui était le domaine de la formation. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir ici une coopération. L'Allemagne est prête à continuer à travailler avec la Guinée. À rappeler que c'est le 9 novembre 1918 que la République d'Allemagne a été proclamée officiellement. Les femmes du CNT de l'administration parlementaire accompagnent la lutte contre les VBG. C'était à l'occasion de ces jours d'activisme contre cette pratique au sein des communautés locales. Des messages allant dans le sens de la protection des couches vulnérables ont été véhiculés par ces dames et se disent prêtes à mener le combat contre les violences basées sur le genre. Images et témoignages. De nos jours, l'avant-projet de nouvelle constitution n'est pas perçu uniquement comme un document juridique, mais comme un reflet des aspirations collectives des Guinéens. Pour matérialiser cette ambition de l'organe législatif de la transition, plusieurs stratégies de communication sont menées par l'institution, à l'image de cette formation destinée aux membres de l'administration parlementaire, particulièrement les femmes. J'ai compris les innovations de l'avant-projet de nouvelle constitution, j'ai compris les différentes étapes, j'ai compris les pouvoirs du président de la République, j'ai compris les conditions d'éligibilité du président, les conditions d'éligibilité des sénateurs, les conditions d'éligibilité des députés. L'objectif de cet atelier est d'assurer aux femmes de l'administration parlementaire une formation portant sur la communication, afin de les rendre beaucoup plus performantes sur les techniques de communication pour qu'elles puissent, de concert avec les conseillers nationaux, participer à la vulgarisation de la Constitution. Le but est d'aider ces femmes à maîtriser les outils et méthodes pour faciliter la compréhension des innovations et des modifications apportées dans l'avant-projet de nouvelle constitution. On a eu une petite plongée dans les concepts du bicaméralisme, on a eu des plongées sur les modes, sur la façon dont l'État sera gouverné à travers cette nouvelle constitution. Donc on a cherché à les armer avec certains prérequis qui vont leur permettre, comme je viens de dire, de suivre les formations qui seront dispensées sur le contenu même de la constitution et de la vulgarisation par le Conseil national de transition. À travers cette idée du caucus des femmes parlementaires de Guinée, le Centre européen d'appui électoral s'engage à accompagner les autorités guinéennes dans leur politique de refondation de l'État et de rectification institutionnelle. Vous l'avez compris, c'est plutôt une formation basée sur les techniques de communication, surtout sur la nouvelle constitution des femmes parlementaires et du CNT. Lutte contre les violences basées sur le genre aussi. Les femmes syndicalistes s'impliquent dans une déclaration rendue publique. Elles dénoncent les derniers cas de viol sur mineurs. Ensuite, ces syndicalistes se sont rendus dans certaines familles pour apporter un soutien moral aux victimes. Alpha Isiagaba. Les femmes de la Confédération nationale de la CNTG vendent debout contre les violences basées sur le genre. Réunis à la Bourse du Travail, ces syndicalistes dénoncent les VBG, notamment les derniers cas qui ont défrayé la chronique à Conakry. La Confédération CNTG s'incline devant la mémoire de toutes les victimes de viols, d'assassinats, de disparitions physiques survenues ces derniers temps en Guinée. 3. Lance un appel pressant et solennel au gouvernement et à toutes les forces de défense et de sécurité pour plus d'engagement dans la protection des populations et de leurs biens. 4. Invite les travailleuses et les travailleurs
à plus de vigilance et de solidarité, tant dans les quartiers qu'au lieu de travail. De la bourse du travail, les syndicalistes prennent la direction de Wanindera et de Kagbelen où s'étaient produits les derniers cas de viol. Partout, les familles des victimes ont été réconfortées. Nous sommes venus pour remonter leur morale. Mais nous sommes surtout venus pour dire à cette famille que nous avons appris tout ce qui s'est passé. Nous avons pleuré, chacune des femmes a versé des larmes lorsqu'on nous a fait le récit de ce qui s'est passé. C'est là que nous avons pris la décision de venir d'abord les voir pour les soutenir et leur dire que nous sommes ensemble. Vraiment, on est content de voir une organisation telle comme la CNTG, femmes, féminines, venir nous encourager. Vraiment, c'est beaucoup pour nous. L'activité s'éteint à un moment où le monde célèbre les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Les femmes syndicalistes entendent poursuivre le combat pour accompagner l'État et les partenaires dans l'éradication du fléau. Après la Basse-Guinée, la deuxième édition de la Grande Dictée pose ses valises en Moyenne-Guinée. Cette compétition nationale organisée par Kadiat Communication compte donner une opportunité aux lauréats de s'immerger dans une culture de dépassement de soi et de perfectionnement personnel. Voici les étapes de Dalaba Pita dans ce reportage signé Marwan Kamara. Les commissaires du SALEC poursuivent leur tournée dans les préfectures de la région de Mamon. À Dalaba, la délégation du SALEC est reçue par les lauréats de la deuxième édition de la Grande Dictée avec beaucoup d'enthousiasme. Cet événement éducatif permet de détecter les talents et les encourager dans les milieux scolaires et universitaires en Guinée. Le programme est piloté par l'ONG Ensemble pour l'éducation et Kadiak Communication. Notre objectif, c'est de vraiment promouvoir l'excellence et le mérite en milieu scolaire et universitaire. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance de rencontrer un jeune qui n'a même pas fait une faute. Il a fait que 0,5 fautes. Ça nous touche à plus d'un titre. Ça veut dire que ce que nous faisons à travers la Grande Dictée et à travers le SALEC depuis 5 années maintenant, c'est en train de porter fruit. C'est ma première fois de participer à un concours et à cette première fois, j'ai aussi la chance de remporter ce concours de la Grande Dictée du SALEC en faisant 0,5 fautes, ce qui n'est pas du tout facile, et ressent des sentiments de satisfaction et l'accomplissement d'un travail bien réussi. La préfecture de Pita marque la deuxième étape de cette compétition nationale, toujours en Moyenne-Guinée. À la Maison des Jeunes, les candidats de la Grande Dictée attendent le sujet. Après quelques minutes d'évaluation écrite, les lauréats sont connus et récompensés. La Grande Dictée du SALEC peut avoir un impact positif. Non seulement il apporte quelque chose de grand, il encourage les élèves à faire de la concurrence entre eux. En même temps, il nous encourage chaque jour à faire d'efforts. Cette compétition, elle crée déjà l'émulation entre les écoles, entre les enseignants, non seulement et entre les élèves aussi. Ça pousse les autres à apprendre. Soutenu par le ministère de l'enseignement préuniversitaire, les partenaires techniques et financiers, cette initiative du SALEC est plus qu'une simple compétition. Elle contribue à la qualification du système éducatif guinéen. Le programme se poursuivra dans les régions de Kankan et Zérékoré. Enfin, la Fédération des ferrailleurs de Guinée vient d'installer ses structures communales. Il s'agit pour cette filière de réorganiser le secteur des métaux en mettant tous les acteurs dans une même dynamique. Au cours de cette première journée, les communes de Ratouma et Lambani étaient concernées par cette opération. Bakari Bambakonde. Comment organiser le secteur des ferrailles en Guinée? Au sein de la Fédération guinéenne des ferrailleurs, cette problématique trouve progressivement sa réponse avec l'installation des antennes communales. Pour ce début, ce sont celles des communes de Ratoma et de Lambani qui sont mises en place. L'idée est d'unifier l'ensemble des acteurs des ferrailles pour l'émergence de leur filière. Je me dois de noter à cette tribune que notre organisation est la première née des associations qui a fédéré l'ensemble des associations et coopératives évoluant dans le secteur de la filière ferraille, créée dans l'objectif de donner une dimension à cette filière qui porte sur la ferraille en tant qu'activité porteuse de croissance économique devenue de nos jours transversale. Il est important de rappeler également que l'objectif premier de notre organisation, c'est d'unir tous ceux qui évoluent dans ce domaine précis
pour en faire une organisation sociale dans le respect des principes et règles des droits afin qu'ensemble nous gagnons notre pain dans la paix et la concorde. Le choix de ces représentants communaux doit désormais aider à donner une autre dimension aux collecteurs, exportateurs et acheteurs de métaux, celle d'œuvrer pour la croissance économique et l'entraide mutuelle afin de participer à la diminution du taux de chômage au profit exclusivement de la jeunesse guinéenne. Outre l'installation des différentes antennes, la Fédération guinéenne des ferrailleurs compte renforcer son lien de travail avec le ministère en charge du commerce, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises à travers l'élaboration des principes et règlements profitables à toutes les parties. C'était tout pour les infos sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Mais en attendant, restez toujours connectés sur le www.rtgguinée.info. À bientôt, Inch'Allah.